Un millionnaire pleurait devant la tombe de sa mère quand une aide-soignante dit « Elle est vivante ». Elle jura que la femme âgée était retenue dans un asile, sous sédatif, appelant son fils toutes les nuits. L'homme pensa que c'était de la folie, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il n'avait jamais vu le corps le jour des funérailles. Si cette belle histoire de résilience et d'amour vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, en continuant. Le dimanche arrivait toujours avec le même poids. Gabriel Dubois se réveillait dans son luxueux penthouse du boulevard Haussmann, sentant cette oppression familière dans sa poitrine, cette douleur que même le temps ne parvenait pas à apaiser. 3 ans s'étaient écoulés depuis que son monde s'était effondré, et pourtant chaque dimanche matin apportait la même sensation de vide. Il se levait lentement, regardait par la fenêtre vitrée la ville de Paris s'éveillant sous le ciel gris, et savait exactement ce que la journée lui réservait. C'était dimanche, jour de visite à sa mère. Marianne dormait encore quand il quitta la chambre. Son épouse respectait toujours ce rituel solitaire, n'insistait jamais pour l'accompagner, ne se demandait jamais pourquoi il devait y aller toutes les semaines. Elle comprenait, ou du moins disait comprendre. Dans les premiers mois suivant la perte, Marianne avait été son havre de paix, la personne qui avait tout organisé alors qu'il était complètement brisé par la douleur. C'est elle qui s'était occupée des détails qu'il n'avait pas la force d'affronter, qui avait pris les décisions nécessaires alors qu'il parvenait à peine à sortir du lit. Gabriel lui en était reconnaissant, profondément reconnaissant. Dans l'ascenseur miroir, il ajusta la cravate noire qu'il s'obstinait à porter le dimanche, un hommage silencieux. Le portier le salua d'un hochement de tête respectueux, déjà habitué à cette routine ponctuelle. Le chauffeur l'attendait avec la voiture prête, connaissant la destination sans avoir besoin de demander. Cimetière du Père-Lachaise. Toujours le même endroit. Toujours les fleurs blanches que Gabriel tenait avec soin, achetées chez le fleuriste du coin qui ouvrait tôt pour lui. La circulation était fluide ce dimanche matin. Paris avait cet étrange don de ressembler à une ville complètement différente le dimanche, plus calme, presque mélancolique. Gabriel regardait par la fenêtre de la voiture les rues connues, les bâtiments qui témoignaient de son histoire, et ressentait cette familiarité douloureuse de celui qui porte un deuil qui ne finit jamais de cicatriser. Sa mère, Léonore Dubois, avait été la personne la plus importante de sa vie. Femme forte, à la personnalité marquante, qui avait élevé son fils seul, après que son père les ait abandonnés alors que Gabriel était encore enfant. Elle avait travaillé sans relâche, construit une petite entreprise de couture qui avait grandi avec les années et n'avait jamais permis à son fils de manquer de quoi que ce soit. C'est elle qui l'avait encouragé à étudier, à rêver grand, à croire qu'il pouvait être plus que ce que les circonstances permettaient. Quand Gabriel commença à prospérer dans les affaires, quand il réussit enfin à offrir à sa mère le confort qu'elle méritait, tout semblait s'organiser. Il acheta un appartement confortable pour Léonore, engagea une infirmière pour l'accompagner après qu'elle eut commencé à présenter des problèmes de santé, s'assura qu'elle ait tout ce qu'il y avait de mieux. Et puis, soudainement, tout s'arrêta. Une crise cardiaque foudroyante, dirent-ils. Rapide, sans avertissement, sans temps pour les adieux. Gabriel était en voyage d'affaires lorsqu'il reçut l'appel de Marianne. Sa voix était tremblante, choquée. Léonore était partie pendant la nuit. Il devait rentrer immédiatement. Le souvenir de ce jour le détruisait encore. Gabriel arriva chez lui trouvant tout déjà organisé. Marianne, efficace comme toujours, s'était occupée de chaque détail. Les funérailles étaient fixées, les fleurs commandées, les papiers déjà en cours. Elle expliqua avec délicatesse qu'il serait préférable de garder le cercueil fermé. L'infarctus avait été très soudain, le corps avait dû subir des procédures. Ce serait plus digne ainsi, plus respectueux de la mémoire de Léonore. Gabriel, trop dévasté pour remettre quoi que ce soit en question, acquiesça simplement. Il n'eut pas la force de discuter, d'insister, de faire quoi que ce soit d'autre que de s'asseoir dans cette salle de veillée et de pleurer des heures durant, devant un cercueil scellé qui gardait la personne qu'il aimait le plus au monde. Maintenant, 3 ans plus tard, Gabriel continuait de revenir, toutes les semaines, sans faute. Il garait la voiture, marchait le long des allées arborées du cimetière, passait devant des tombes connues et inconnues, jusqu'à arriver au caveau de la famille Dubois. C'était un bel endroit, bien entretenu, avec une pierre tombale en marbre où était gravé le nom de Léonore et les dates marquant son passage dans la vie. Gabriel nettoyait toujours la pierre avec soin, remplaçait les fleurs fanées par des fraîches, puis s'asseyait là, conversant en silence avec sa mère.
Ce dimanche-là, cependant, apportait un poids différent. La semaine suivante, Gabrielle inaugurerait la Fondation Léonore Dubois, un projet caritatif destiné aux femmes entrepreneuses à faible revenu. C'était sa manière de transformer la douleur en héritage, de s'assurer que le nom de sa mère continue de faire une différence dans le monde. Il avait investi des mois à planifier chaque détail, à choisir l'équipe, à définir les critères. Ce serait le plus grand hommage qu'il pourrait offrir, mais plus la date approchait, plus il sentait ce vide augmenter. C'était comme si inaugurer la fondation signifiait accepter définitivement qu'elle ne reviendrait pas, que ce chapitre était clos pour toujours. Gabrielle s'agenouilla devant la pierre tombale et commença à parler doucement, comme il le faisait toujours. Il parla de la fondation, des plans, de la certitude que Léonore serait fière. Les larmes vinrent, comme elles venaient toujours. Il s'essuya le visage du revers de la main, sentant ce mélange de nostalgie et de culpabilité qui ne le quittait jamais. Culpabilité de ne pas avoir été présent. Culpabilité de continuer à vivre alors qu'elle n'était plus là. C'est alors qu'il entendit des pas. Gabrielle leva les yeux et vit une femme s'approcher. Elle était mince, paraissait avoir la quarantaine, portait un simple uniforme d'aide-soignante et affichait une expression hésitante, comme si elle décidait si elle devait ou non interrompre ce moment. Ses yeux étaient doux, mais il y avait quelque chose d'intense dans ce regard, quelque chose qui semblait porter une urgence. Gabrielle se leva, un peu déconcertée. Il n'était pas courant d'avoir des visiteurs dans cette partie du cimetière le dimanche matin. La femme s'arrêta à quelques mètres de distance, se tordant les mains nerveusement. « Excusez-moi de vous déranger, monsieur », dit-elle d'une voix basse mais respectueuse. « Je dois vous parler. C'est à propos de votre mère. » Gabrielle sentit une pointe d'irritation. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un essayait de l'approcher au cimetière. Généralement des gens qui voulèrent de l'argent, inventant des histoires sur leur connaissance de Léonore, essayant de profiter de la situation. Il était sur le point de la congédier poliment quand quelque chose sur le visage de cette femme le fit hésiter. Elle ne semblait pas mentir. Elle semblait en fait terrifiée par ce qu'elle était sur le point de dire. « Que voulez-vous, madame ?» demanda Gabrielle, essayant de garder une voix ferme. La femme prit une profonde inspiration comme si elle rassemblait son courage. « Mon nom est Jeanne. Je travaille comme aide-soignante dans un asile du quartier de Belleville. Et je connais votre mère. » Gabrielle sentit son sang se glacer. Elle la connaissait? Comment ça, elle la connaissait? Cela n'avait aucun sens. Elle doit confondre les gens, dit-il, sa voix plus dure qu'il ne l'avait voulu. Ma mère est décédée il y a 3 ans. Jeanne secoua lentement la tête, les yeux embués. Non, monsieur, elle n'est pas décédée. Votre mère est vivante. Elle est à l'asile où je travaille. Le monde sembla s'arrêter. Gabrielle regarda cette femme comme si elle venait de parler une autre langue. Ce qu'elle disait était impossible, absurde, cruel même. Il avait pleuré devant cette tombe pendant 3 ans. Il avait traversé les funérailles, les formalités, la douleur insupportable de la perte. Comment cette inconnue osait-elle apparaître là et dire une chose pareille? « Vous êtes folle, dit-il, la voix tremblante. C'est un manque de respect. Je ne sais pas ce que vous voulez de moi, mais s'il vous plaît, partez. » Jeanne ne bougea pas. Elle resta là, immobile, avec une expression mêlant peur et détermination. « Je sais ce que cela semble, monsieur Gabriel. Je sais que cela semble impossible, mais je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je n'essayais pas de vous parler. Votre mère est vivante, sous sédatif, dans un asile. Elle est enregistrée sous un autre nom. Et depuis 3 ans, elle vit en croyant que vous l'avez abandonnée. » Gabriel sentit ses jambes fléchir. Cela ne pouvait pas être vrai. Non. Il avait des preuves. Il y avait un certificat, des documents, une tombe. Tout était là, réel, concret. Mais quelque chose dans la voix de cette femme, quelque chose dans la façon dont elle le regardait, fit qu'une minuscule fissure s'ouvrit dans sa certitude. « Comment pouvez-vous affirmer une chose pareille ?» demanda-t-il, la voix presque un murmure maintenant. Jeanne plongea la main dans sa poche et en sortit un petit morceau de papier plié. Elle l'ouvrit et le montra à Gabrielle. C'était une photo un peu floue, clairement prise en douce avec un vieux téléphone portable. Sur l'image, il y avait une femme âgée allongée sur un simple lit d'hôpital. Le visage était maigre, vieilli, mais les traits étaient reconnaissables. Gabrielle sentit l'air lui manquer dans les poumons. Cette femme sur la photo ressemblait incroyablement à Léonore. « Elle porte un collier, » continua Jeanne, la voix basse mais ferme. « Un petit pendentif en argent avec une pierre bleue au centre. Elle ne l'enlève jamais.
Elle dit que c'était un cadeau de son fils, qu'il le lui a donné pour son 60e anniversaire. Gabriel chancela. Le collier. Il avait donné ce collier à sa mère. C'était une pièce unique, spéciale, qu'il avait fait faire sur mesure. Comment cette femme pouvait-elle savoir cela? Elle parle de vous, continua Jeanne, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. Dans les moments où elle se réveille, entre deux médicaments, elle pleure et demande son fils. Elle dit que quelqu'un l'a trompée, que quelqu'un a falsifié sa vie. Personne ne la croit. Tout le monde pense que ce sont les délires d'une vieille femme confuse. Mais moi, j'ai cru. Et plus j'observais, plus j'étais sûr que quelque chose n'allait pas du tout. Gabriel regarda la tombe de sa mère, puis la photo dans la main de Jeanne, puis de nouveau la pierre tombale en marbre, où était gravé le nom de Léonore Dubois. Rien n'avait de sens. Son monde si soigneusement reconstruit après la perte commençait à se fissurer. « Pourquoi me racontez-vous cela ?» demanda-t-il, la voix étranglée. « Parce que votre mère le mérite, parce que j'ai vu beaucoup d'injustices dans cette vie, monsieur Gabriel, mais aucune comme celle-ci, parce que pendant 3 ans j'ai vu cette femme dépérir, sous sédatif, oubliée du monde, pleurant un fils que le monde disait l'avoir perdu. Et parce que si je ne faisais rien, si je n'essayais pas, je serais complice de tout cela. » Gabriel ferma les yeux. Cela ne pouvait pas arriver. Mais en même temps, pour la première fois en 3 ans, une question ancienne et gênante revint à son esprit. Pourquoi n'avait-il jamais vu le corps de sa mère? Pourquoi Marianne avait-elle tant insisté pour garder le cercueil fermé? Pourquoi tout avait-il été résolu si rapidement, si efficacement, si sans sa participation? Où se trouve cet asile? Demanda-t-il, ouvrant les yeux et fixant Jeanne. Elle hésita un instant puis répondit « Rue de Ménilmontant avec la rue des Pyrénées, dans le quartier de Belleville. Un vieux bâtiment jaune sans plaque devant. Je travaille là la nuit. Si vous y allez, allez après 22 heures. Les gardiens ne sont généralement pas aussi attentifs après cette heure. » Gabriel sortit sa carte de visite de sa poche et la tendit à Jeanne. « Voici mon numéro. Je dois vérifier cela. Si ce que vous dites est vrai… » Jeanne prit la carte avec soin, comme si elle tenait quelque chose de précieux. « Je sais que c'est vrai, monsieur. J'espère juste qu'il n'est pas trop tard. » Elle se retourna pour partir, mais Gabriel l'appela. Jeanne s'arrêta et se retourna. « Pourquoi faites-vous cela? Qu'est-ce que vous y gagnez ?» Jeanne sourit, un sourire triste et fatigué. « Rien, monsieur Gabriel. Je ne gagne rien. Mais votre mère, elle a été gentille avec moi quand personne d'autre ne l'était. Elle partageait la nourriture qu'elle avait à peine, me tenait la main quand je pleurais, me traitait comme si j'avais de l'importance. Elle m'a rappelé qu'il y a encore de la bonté dans le monde, et je ne pouvais pas la laisser mourir en croyant que son fils l'avait abandonnée. » Gabriel regarda Jeanne s'éloigner entre les tombes, sa silhouette disparaissant peu à peu entre les arbres du cimetière. Il resta là, seul, regardant la pierre tombale de sa mère et sentant tout son monde connu commencer à s'effondrer. Pendant 3 ans, il avait pleuré devant cette tombe. 3 ans de douleur, de culpabilité, de nostalgie. Et maintenant, une inconnue apparaissait disant que tout cela était un mensonge. Gabriel s'agenouilla de nouveau, toucha le marbre froid de la pierre tombale et murmura. « Maman, si tu peux m'entendre d'où que tu sois, donne-moi la force. Parce que si c'est vrai, si tu es vivante, je te trouverai. Je jure que je te trouverai. » Il se leva et retourna à la voiture, ses jambes tremblantes, son esprit en plein tumulte. Le chauffeur demanda si tout allait bien, mais Gabriel se contenta de secouer la tête et demanda à être ramené chez lui. Pendant tout le trajet, il tint la photo que Jeanne lui avait laissée dans les mains. Il regardait ce visage vieilli, maigre, souffrant, et essayait de trouver des raisons de croire que tout n'était qu'une cruelle méprise. Mais au fond de sa poitrine, quelque chose s'éveillait, une sensation étrange, perturbante, qu'il ne pouvait nommer. C'était comme si, après 3 ans passés dans l'obscurité du deuil, une minuscule lumière s'était allumée, et cette lumière, aussi effrayante soit-elle, apportait avec elle une possibilité qu'il n'osait même pas envisager. La possibilité que peut-être, juste peut-être, il n'avait pas perdu sa mère. La possibilité qu'elle soit encore là, quelque part, l'attendant. Et si c'était vrai, pensa Gabriel tandis que la ville de Paris défilait par la fenêtre de la voiture, alors quelqu'un lui avait menti. Quelqu'un avait construit une farce élaborée, une tombe vide, 3 ans de souffrance basée sur un mensonge. Et il devrait découvrir qui. Il devrait découvrir pourquoi. Et surtout, il devrait décider s'il aurait le courage d'affronter une vérité
qui pourrait être encore plus douloureuse que la perte qu'il connaissait déjà. Quand il arriva chez lui, Marianne était dans le salon, lisant un magazine. Elle leva les yeux et sourit, ce sourire doux et accueillant qui le recevait toujours. « Comment s'est passée la visite au cimetière, mon amour ?» demanda-t-elle. Gabriel regarda son épouse, cette femme qui avait été à ses côtés pendant les pires moments de sa vie, et pour la première fois en 3 ans, sentit une pointe de méfiance traverser sa poitrine. « C'était différent, » répondit-il, la voix soigneusement contrôlée. Et tandis qu'il montait dans la chambre, tenant toujours la photo de Jeanne dans la poche de sa veste, Gabriel sut que plus rien ne serait comme avant. La graine du doute avait été plantée, et maintenant, qu'il le veuille ou non, elle commencerait à grandir, à se répandre, à exiger des réponses qu'il n'était peut-être pas prêt à entendre. Mais il devrait entendre. Parce que si sa mère était vivante, si elle était quelque part à l'attendre, Gabriel remuerait ciel et terre pour la ramener, et il découvrirait coûte que coûte qui avait été capable de commettre une cruauté si profonde. La nuit arriva lentement, et avec elle la certitude que ce n'était que le début d'un voyage qui allait tout changer. La nuit de dimanche fut la plus longue de la vie de Gabriel. Il feignit la normalité pendant le dîner, répondant aux commentaires de Marianne par des monosyllabes, évitant de la regarder directement. Chaque fois que son épouse souriait ou lui touchait la main, il sentait cette pointe de méfiance grandir. C'était irrationnel, il le savait. Marianne avait toujours été sa partenaire, la personne qui lui avait tenu la main quand le monde s'était effondré. Mais maintenant, avec cette photo brûlante dans sa poche et les mots de Jeanne résonnant dans son esprit, Gabriel ne pouvait s'empêcher de tout remettre en question. Quand Marianne s'endormit enfin, il attendit d'entendre sa respiration devenir profonde et régulière. Puis, silencieusement, il se leva du lit, enfila des vêtements discrets et prit les clés de la voiture. Il laissa un mot rapide dans la cuisine, disant qu'il était sorti pour régler une urgence professionnelle. Ce n'était pas entièrement un mensonge. C'était une urgence, peut-être la plus grande de toute sa vie. Paris, la nuit, avait un caractère différent. Les rues, qui le jour pulsaient de vie, semblaient maintenant désertes, sous la lumière orangée des réverbères. Gabriel conduisit sur le chemin que Jeanne avait décrit, suivant le boulevard de Ménilmontant, jusqu'à arriver au quartier de Belleville. Le GPS indiquait la rue de Ménilmontant et il ralentit au croisement avec la rue des Pyrénées. C'était là. Un vieux bâtiment de 3 étages, à la peinture jaune écaillée, des fenêtres aux barreaux rouillés et aucune plaque identifiant l'endroit. Il semblait abandonné à première vue, mais quelques lumières faibles aux étages supérieurs indiquaient qu'il y avait de la vie là. Gabriel se gara de l'autre côté de la rue et resta à observer, le cœur battant à tout rompre. Une partie de lui espérait encore que tout cela n'était qu'une terrible méprise. Mais une autre partie savait qu'il devait découvrir la vérité. Il était presque 23 heures quand il descendit enfin de la voiture et traversa la rue. La porte d'entrée était verrouillée, mais il y avait une vieille sonnette à côté. Gabriel appuya et attendit. Après quelques minutes, un gardien d'âge moyen apparut, regardant avec méfiance à travers la vitre embuée. « Oui ?» demanda l'homme sans ouvrir complètement la porte. Gabriel improvisa rapidement. « Bonsoir. J'ai reçu un appel disant que ma tante est internée ici. Puis-je lui rendre visite ?» Le gardien fronça les sourcils. « Les visites ne sont que jusqu'à 20 heures. Qui est votre tante ?»« Léonore, » répondit Gabriel. « Léonore Dubois. » L'homme secoua la tête. « Nous n'avons personne de ce nom ici. » Gabriel sentit son estomac se nouer, mais se rappela alors ce que Jeanne avait dit. Faux nom. Il changea de stratégie. « Écoutez, je sais qu'il est tard, mais c'est important. Je viens de loin. Pourriez-vous vérifier à nouveau? Peut-être est-elle enregistrée sous un autre nom. Elle a environ 70 ans, les cheveux gris. Elle porte souvent un collier en argent. » Le gardien hésita, puis soupira. « Attendez ici. » Il disparut quelques minutes, laissant Gabriel là, dans le couloir froid et mal éclairé. L'odeur de l'endroit était caractéristique des vieilles institutions. Un mélange de désinfectants, de nourriture réchauffée et de quelque chose d'autre qu'il ne parvenait pas à identifier. Finalement, l'homme revint, accompagné d'une femme mince en uniforme blanc. C'était Jeanne. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Gabriel, mais elle dissimula rapidement sa surprise. « Monsieur Gabriel, » dit-elle à voix basse, avec un signe de tête presque imperceptible. « Je suis contente que vous soyez venu. »« Vous le connaissez ?» demanda le gardien, toujours méfiant. « Oui, je le connais. C'est un parent d'une de nos résidentes.
Je peux l'accompagner jusqu'à elle, répondit Jeanne avec fermeté. Le gardien sembla satisfait de la réponse et retourna à sa chaise près de l'entrée. Jeanne fit signe à Gabriel de la suivre et commença à monter un escalier étroit. Ils ne parlèrent pas pendant la montée, seul le son de leurs pas résonnait sur les murs écaillés. Au deuxième étage, Jeanne s'arrêta devant une porte et regarda Gabriel. Elle dort maintenant. Il lui donne de puissants sédatifs chaque nuit. Mais dans quelques minutes, l'effet commencera à s'estomper. C'est à ce moment-là qu'elle se réveille, confuse, vous appelant, expliqua Jeanne. Monsieur Gabriel, je dois vous demander d'être préparé. Elle n'est pas bien. 3 ans de lourde médication, de solitude. Cela détruit une personne. Gabriel acquiesça, incapable de parler. Jeanne ouvrit lentement la porte, et ils entrèrent dans une petite chambre, éclairée seulement par une faible lumière de couloir. Il y avait un lit simple adossé au mur, et dessus, une silhouette recroquevillée sous un drap fin. Gabriel s'approcha lentement, chaque pas semblant peser des tonnes. Quand il se tint enfin à côté du lit et regarda le visage de cette femme, le monde s'effondra sous ses pieds. C'était Léonore, sa mère, vivante. Le visage était beaucoup plus maigre, marqué par la souffrance. Mais c'était indéniablement elle, les cheveux gris éparpillés sur l'oreiller, les mains fines sur la poitrine, le collier en argent avec la pierre bleue brillant dans la lumière tamisée. Gabriel sentit ses jambes fléchir et dut s'appuyer contre le mur. Ce n'était pas possible. Cela ne pouvait pas arriver. Pendant 3 ans, il avait pleuré sa mort. 3 ans à visiter une tombe vide. 3 ans à porter une culpabilité dévastatrice. 3 ans à croire qu'il ne reverrait plus jamais ce visage. Et maintenant, elle était là, devant lui, vivante. « Maman !» murmura-t-il, la voix complètement brisée. Jeanne lui toucha l'épaule gentiment. Elle va se réveiller dans quelques minutes. Les médicaments perdent leur effet, mais quand elle se réveillera, elle pourrait ne pas vous reconnaître immédiatement. La médication la rend confuse. Gabriel s'assit sur la chaise à côté du lit, incapable de détourner les yeux de cette silhouette fragile. Comment quelqu'un avait-il pu faire cela? Les questions explosaient dans son esprit, mais aucune réponse ne venait. Il tendit sa main tremblante et toucha délicatement la main de sa mère. La peau était froide, les doigts maigres, mais c'était réel. C'était elle. Alors Léonore commença à bouger. D'abord de petits mouvements, les doigts se contractant, la tête tournant légèrement. Puis les yeux commencèrent à s'ouvrir, lourds. Elle cligna des yeux plusieurs fois, confuse, essayant de se concentrer. Son regard erra dans la pièce jusqu'à trouver Gabriel à côté du lit. Pendant quelques secondes, elle ne fit que regarder sans expression. Puis, lentement, quelque chose commença à changer sur son visage. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit dans une exclamation silencieuse. Les larmes commencèrent à couler avant même qu'elle ne puisse parler. « Gabriel !» murmura-t-elle, la voix rauque et faible. « Mon fils, tu es venu. » Gabriel ne put plus se retenir. Il s'agenouilla à côté du lit et serra les mains de sa mère avec force, les larmes coulant librement. « Je suis là, maman. Je suis là. Je suis désolée. » Léonore commença à pleurer aussi, essayant de s'asseoir. Jeanne vint l'aider, plaçant un oreiller dans son dos. « Je savais, » dit Léonore entre les sanglots. « Je savais que tu ne m'avais pas abandonné. Je savais que tu viendrais. Mais ils m'ont dit tant de fois que tu ne voulais plus me voir, que j'étais un fardeau. Non, maman, non, ce n'était jamais vrai. Je pensais que tu étais partie. Ils m'ont dit que tu avais eu une crise cardiaque. Ils ont fait des funérailles. Il y a une tombe à ton nom. J'ai visité pendant 3 ans en croyant que je t'avais perdu. » Léonore tint le visage de son fils avec ses mains tremblantes, le touchant comme si elle avait besoin de s'assurer qu'il était réel. « Ils m'ont trompé, mon fils. Cette nuit-là, quelqu'un m'a donné quelque chose à boire. Je ne me souviens pas de grand-chose après. Je me suis réveillé ici sans savoir où j'étais. J'ai essayé de parler, d'expliquer, mais les médicaments, ils me donnaient tellement de médicaments que je pouvais à peine penser. Et quand j'essayais de parler de toi, tout le monde disait que c'était de la confusion. Qui t'a fait ça, maman? Qui t'a amené ici? » Léonore ferma les yeux, essayant de se souvenir. C'était après cette dispute. Marianne et moi avons eu une dispute. Elle voulait que je signe des papiers. Elle disait que c'était pour ton bien, pour protéger le patrimoine. Mais j'ai lu ces documents, Gabriel. Cela lui donnerait un contrôle total sur tout. Sur ton entreprise, tes comptes, tout. J'ai refusé. J'ai dit que je te parlerais d'abord. Elle est devenue furieuse.
Gabriel sentit son sang se glacer. Marianne, son épouse, la femme qu'il aimait, en qui il avait confiance. Non, il secoua la tête. Ce n'est pas possible. Elle m'a aidé quand tout est arrivé. Elle a tout organisé. C'est elle qui a tout organisé, mon fils, dit Léonore, parce que c'est elle qui a tout planifié. Cette nuit-là, après la dispute, elle est revenue avec une tasse de thé. Elle a dit qu'elle voulait faire la paix. J'ai bu, et puis tout est devenu confus. Je me souviens de gens me portant, d'être dans une voiture, de voix disant que je ne te reverrai plus jamais. Je me suis réveillé ici, enregistré sous un autre nom. Marie Dupont. Un nom générique qui m'a transformé en personne. Gabriel lâcha les mains de sa mère et se leva chancelant. La pièce semblait tourner. Marianne, la femme qui dormait à ses côtés toutes les nuits. La femme qui l'avait consolé pendant le faux deuil, qui avait pleuré dans ses bras. Comment aurait-elle pu faire quelque chose d'aussi monstrueux? Jeanne s'approcha, tendant une enveloppe jaunie. « Monsieur Gabriel, j'ai enquêté. Voici le registre d'entrée de votre mère. Regardez la date. Regardez la signature. » Gabriel prit le papier de ses mains tremblantes. La date d'entrée était d'il y a 3 ans, exactement une semaine avant la prétendue mort de Léonore. Et sur la ligne du responsable se trouvait une signature qu'il reconnaîtrait n'importe où. Marianne Dubois. « Il y a plus, » continua Jeanne, sortant d'autres papiers. « J'ai travaillé ici pendant 3 ans. J'ai toujours trouvé le cas de Madame Léonore étrange. Alors j'ai commencé à enquêter. J'ai découvert que quelqu'un payait mensuellement pour la garder ici, sous sédatif, sans visite. Les paiements provenaient d'un compte offshore, mais j'ai réussi à les tracer. Participation Dubois, l'entreprise de votre épouse. » Gabriel regarda les documents, sentant la réalité se briser. Comment a-t-elle pu faire tout cela? Le certificat de décès, les funérailles, la tombe. Jeanne désigna un autre document. Ici. Le médecin qui a signé le certificat a eu sa licence révoquée pour fraude. Il vendait de faux documents. Les funérailles ont eu lieu dans une entreprise de pompes funèbres qui a fermé peu après. Et la tombe n'a jamais reçu de corps. Ce n'était qu'une mise en scène. « Mais pourquoi ?» demanda Gabriel, la voix se brisant en un gémissement de douleur. Pourquoi Marianne ferait-elle ça? Léonore respira profondément, les larmes coulant toujours. Pour l'argent, mon fils. Ça a toujours été pour l'argent. Elle savait que je ne lui permettrais jamais d'avoir un contrôle total sur toi, sur le patrimoine. J'ai toujours douté de ses intentions. J'ai essayé de te prévenir avant le mariage. Mais tu étais amoureux. Gabriel se souvenait. Il se souvenait des conversations tendues entre sa mère et Marianne, des tentatives de Léonore pour le faire douter de la hâte du mariage. À l'époque, il avait pensé que c'était de la jalousie maternelle. Maintenant, il comprenait que Léonore avait vu quelque chose qu'il avait refusé de voir. Avec toi en deuil, il lui a été facile de prendre le contrôle de tout, continua Léonore. Tu as signé des papiers sans lire, délégué des décisions, l'a laissé s'occuper des finances pendant que tu essayais de survivre à la douleur. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Et je suis restée ici, vivante mais morte pour le monde, un fantôme qu'elle gardait sous sédatif. Gabriel se rassit, enfouissant son visage dans ses mains. Pendant 3 ans, il avait aimé une menteuse. Il avait dormi à côté d'une femme capable de commettre une cruauté si profonde. Il lui avait fait entièrement confiance pendant qu'elle faisait semblant de le consoler d'une perte qu'elle avait elle-même orchestrée. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» demanda-t-il, levant le visage pour regarder sa mère. Léonore lui prit la main à nouveau, la serrant avec la force qu'elle avait encore. « Tu cherches la justice, mon fils. Tu exposes la vérité. Tu ne la laisses pas s'en tirer impunément après tout ce qu'elle a fait. » Jeanne s'approcha à nouveau. « Monsieur Gabriel, j'ai d'autres preuves. Pendant ces 3 ans, chaque fois que je remarquais quelque chose de suspect, je le notais. J'ai un registre de toutes les fois où des personnes sont venues visiter votre mère en cachette pour s'assurer qu'elle restait sous sédatif. J'ai des photos, des notes, tout. Si nous allons à la police avec ces preuves, elle ne pourra pas s'échapper. » Gabriel regarda Jeanne avec gratitude. « Pourquoi avez-vous fait tout cela? Pourquoi avez-vous tant risqué ?» Jeanne sourit tristement. « Parce que je sais ce que c'est d'être invisible, monsieur Gabriel. Je sais ce que c'est que le monde fasse comme si vous n'existiez pas. Avant de travailler ici, je vivais dans la rue. J'étais toxicomane, j'ai tout perdu, j'étais juste une personne de plus que la société préférait ne pas voir. Votre mère a été la première personne depuis des années à me regarder comme si j'étais humaine. Elle partageait sa nourriture avec moi quand elle avait à peine de quoi manger. Elle me tenait la main quand je pleurais. Elle me rappelait que j'avais encore de la valeur. Je ne pouvais pas l'abandonner.
Pas après tout ce qu'elle a fait pour moi. Léonore tendit la main à Jeanne, et les deux femmes s'étreignirent. Gabriel observa cette scène, deux femmes que le monde avait tenté d'effacer, se soutenant mutuellement, et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. De la colère. Une colère profonde et ardente contre la femme qui avait détruit tant de vies par avidité. « Nous allons te sortir d'ici, maman, » dit Gabriel, se levant. « Je vais t'emmener dans un vrai hôpital, où ils pourront bien s'occuper de toi. Et ensuite, nous allons tout exposer. Nous allons montrer au monde entier ce que Marianne a fait. » Léonore secoua la tête. « Fais attention, mon fils. Elle est dangereuse. Si elle a été capable de faire tout cela, il n'y a pas de limite à ce qu'elle peut faire d'autre lorsqu'elle se sentira acculée. » Gabriel aida sa mère à se lever du lit. Elle était faible. Les 3 ans de sédation avaient fait leur œuvre, mais il y avait de la détermination dans ses yeux. Jeanne apporta un vieux manteau et aida Léonore à l'enfiler. En descendant lentement les escaliers, Gabriel planifiait les prochaines étapes. D'abord, il emmènerait sa mère dans un endroit sûr. Ensuite, il rassemblerait toutes les preuves. Et puis, il confronterait Marianne. Pas avec violence, pas avec une haine aveugle, mais avec la vérité. Une vérité qu'elle ne pourrait pas nier, pas déformer, pas enterrer. Quand ils sortirent par la porte d'entrée, le gardien dormait sur sa chaise. Ils traversèrent le couloir en silence et arrivèrent dans la rue déserte. Gabriel aida sa mère à monter dans la voiture, l'installant sur la banquette arrière avec soin. Jeanne resta debout sur le trottoir observant. « Venez avec nous, » lui dit Gabriel. « Vous en faites partie maintenant, et je vous garantis que vous aurez un endroit sûr où rester. » Jeanne hésita, puis acquiesça et monta dans la voiture. Tandis que Gabriel conduisait dans les rues vides de Paris, en direction d'un hôpital privé où il savait que sa mère serait bien soignée, il regarda dans le rétroviseur et vit Léonore tenir la main de Jeanne. 2 survivantes, 2 femmes qui avaient refusé d'abandonner. Et puis Gabriel pensa à Marianne, encore endormie paisiblement dans le penthouse, sans la moindre idée que son monde construit sur des mensonges était sur le point de s'effondrer. Elle avait sous-estimé 3 choses. La force d'une mère qui refusait d'être oubliée, le courage d'une femme invisible qui n'avait pas accepté le silence, et l'amour d'un fils prêt à déplacer des montagnes pour trouver la vérité. Le matin commençait à se lever quand Gabriel se gara enfin devant l'hôpital. Une nouvelle vie commençait pour eux tous. Et cette fois, ce serait une vie basée sur la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Le soleil commençait à se lever lorsque Gabriel laissa Léonore installée dans une suite privée à l'hôpital américain de Paris, l'un des meilleurs de Paris. Il avait appelé des médecins de confiance qui commencèrent à évaluer son état de santé, préoccupés par les effets de 3 ans de sédation. Jeanne resta aux côtés de la mère, lui tenant la main, promettant qu'elle ne bougerait pas de là. Gabriel observa cette scène, ressentant une immense gratitude pour cette femme qui avait tout risqué pour sauver une inconnue. Avant de quitter l'hôpital, Gabriel parla au chef de la sécurité. « Personne d'autre que moi ne peut entrer dans cette chambre. Personne. Même s'ils présentent des documents disant qu'ils sont de la famille. Vous avez compris ?» L'homme acquiesça, comprenant par la gravité du ton que ce n'était pas une demande ordinaire. « Comptez sur moi, monsieur Dubois. Nous allons poster des gardes à la porte. » Gabriel quitta l'hôpital avec le poids du monde sur les épaules. Maintenant venait la partie la plus difficile. Il devait rentrer chez lui et faire comme si rien n'avait changé. Il devait regarder Marianne et ne pas laisser transparaître qu'il savait tout. Car si elle réalisait qu'il avait découvert la vérité, il n'y avait aucun moyen de prévoir ce qu'elle pourrait faire. Gabriel connaissait des cas de personnes qui, acculées, devenaient encore plus dangereuses. Sur le chemin du retour, il appela Richard Moreau, son avocat personnel et ami de longue date. Richard répondit d'une voix ensommeillée, étonnée de l'appel si tôt. « Gabriel, quelle heure est-il? Tout va bien. »« Richard, j'ai besoin que tu viennes à mon bureau maintenant. C'est urgent. Et ne dis à personne, absolument personne, que je t'ai appelé. » Il y eut un silence de l'autre côté. Richard connaissait Gabriel depuis des années et savait quand quelque chose de grave se passait. « Je pars tout de suite, 20 minutes. » Quand Gabriel arriva chez lui, il était presque 7 heures du matin. Il monta silencieusement, s'attendant à trouver Marianne encore endormie, mais elle était réveillée, assise dans le salon avec une tasse de café, portant la robe de chambre en soie qu'il lui avait offerte pour son dernier anniversaire. Son visage s'illumina en le voyant. « Mon amour, où étais-tu? Je me suis réveillée au milieu de la nuit et tu n'étais pas là, j'étais inquiète, dit-elle, se levant pour l'embrasser.
Gabriel dut faire un effort immense pour ne pas reculer. Il l'embrassa en retour, forçant un sourire. « Désolé, j'ai eu une urgence au bureau, un problème avec un investisseur international. Tu sais comment c'est. » Marianne lui caressa le visage, affectueuse. « Tu travailles trop, Gabriel. Tu as besoin de te reposer. » Il regarda cette femme, ce visage qu'il avait aimé pendant des années, et ressentit un mélange de dégoût et d'incrédulité. Comment pouvait-elle si bien faire semblant? Comment pouvait-elle le regarder dans les yeux et mentir avec autant de naturel? Pendant 3 ans, elle avait dormi à ses côtés, sachant que sa mère était vivante, prisonnière, sous sédatif. Pendant 3 ans, elle avait consolé son deuil, sachant que ce deuil était une farce qu'elle avait elle-même créée. « Je sais, » répondit-il, s'éloignant doucement. « Je vais prendre une douche et ensuite je dois aller au bureau pour régler des choses. Je ne sais pas à quelle heure je reviendrai. » Marianne fronça légèrement les sourcils. « Le dimanche? Gabriel, tu avais promis d'essayer de moins travailler le week-end. »« C'est important, » dit-il, montant déjà les escaliers. Sous la douche, Gabriel laissa l'eau chaude couler sur son corps tandis que les larmes venaient enfin. Il pleura pour sa mère, pour les 3 années qui lui avaient été volées, pour la cruauté qu'elle avait subie. Il pleura pour la trahison, pour l'amour qu'il avait gaspillé pour une femme capable de tant de malveillance. Il pleura pour l'homme naïf qu'il avait été, aveuglé par la passion, incapable de voir les signes que sa mère avait tenté de lui montrer. Quand il sortit de la douche, Gabriel était plus serein. Il s'habilla, prit quelques documents importants et descendit. Marianne était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner, dos à lui. Un instant, Gabriel pensa à la confronter là même, à crier toutes les vérités qui brûlaient en lui. Mais il se maîtrisa. Il devait faire cela correctement, avec des preuves, avec des témoins, avec la justice à ses côtés. « À plus tard, » dit-il, l'embrassant sur le front. Marianne lui retint le bras. « Tout va bien, mon amour? Tu es étrange. » Gabriel força un autre sourire. « Juste fatigué, mais tout va bien. » Elle le lâcha, mais son regard resta méfiant. Gabriel sortit de la maison sentant ses yeux dans son dos. Au bureau, Richard l'attendait déjà. L'avocat avait la quarantaine, les cheveux gris bien peignés, et une expression toujours sérieuse qui cachait un cœur loyal. Lui et Gabriel avaient étudié ensemble, construit des carrières parallèles et maintenu une amitié solide au fil des ans. « Qu'est-ce qui se passe, Gabriel? Tu m'as fait peur avec cet appel. » Gabriel verrouilla la porte du bureau et ouvrit le coffre-fort encastré dans le mur. De l'intérieur, il sortit un dossier où il avait placé tous les documents que Jeanne lui avait donnés, ainsi que la photo de Léonore à l'asile. Il tendit tout à Richard, qui commença à examiner avec une attention croissante. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Richard, les yeux écarquillés. « C'est ma mère, » dit Gabriel, la voix ferme. « Elle est vivante. Et Marianne est celle qui l'a gardée prisonnière pendant 3 ans. » Richard leva les yeux des papiers, complètement choqué. « Gabriel, ce n'est pas possible. Léonore, nous étions aux funérailles. J'ai vu la tombe. Tu as vu un cercueil scellé et une tombe vide, tout comme moi. » Marianne a tout simulé, Richard. Le certificat de décès est faux, signé par un médecin dont la licence a été révoquée. Les funérailles ont été mises en scène dans une entreprise de pompes funèbres qui a fermé peu après. Et ma mère a passé 3 ans sous sédatif dans un asile, enregistré sous un faux nom. Richard passa la main sur son visage, essayant de traiter cette information. « Comment as-tu découvert? » Une aide-soignante de l'asile m'a trouvé au cimetière. Elle observait ma mère depuis des années, méfiante de la situation. Quand elle a découvert qui j'étais, elle a décidé de me dire la vérité. Et Léonore est où maintenant? À l'hôpital américain de Paris, sous sécurité renforcée. Je ne sais pas jusqu'où Marianne est capable d'aller quand elle découvrira que je sais tout. Richard commença à lire les documents plus attentivement. Ici, il y a le registre des paiements provenant des participations du bois. Gabriel, cette entreprise est au nom de Marianne, mais tu signes comme co-responsable. Tu étais au courant de ces paiements? Non. J'ai délégué la gestion de l'entreprise à elle après que j'ai cru que ma mère était morte. J'ai signé tant de choses pendant cette période sans vraiment lire. J'étais en état de choc, en deuil. Elle en a profité. Richard secoua la tête, incrédule. C'est une fraude élaborée, Gabriel. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Elle a planifié chaque détail. Je sais. Et maintenant, je dois démonter ce château de mensonges, pièce par pièce. Mais je dois le faire avec prudence. Si elle réalise que je sais, je ne sais pas ce qui peut arriver.
Richard resta silencieux un instant, réfléchissant. Nous devons recueillir plus de preuves. Le témoignage de l'aide-soignante est important, mais nous avons besoin de plus. Nous devons tracer tous les paiements, trouver les personnes qui ont participé à la fraude, obtenir les vrais dossiers médicaux de l'asile. Et nous devons faire tout cela sans que Marianne ne se doute de rien. Comment? Richard prit une profonde inspiration. Premièrement, nous allons obtenir une ordonnance judiciaire pour enquêter sur les comptes des participations Dubois. Je peux parler à un juge de confiance, lui expliquer la situation, demander un secret absolu. Deuxièmement, nous devons engager un détective privé pour tracer tous les mouvements de Marianne au cours des 3 dernières années. Troisièmement, nous devons protéger Léonore. Elle est le principal témoin. Si quelque chose lui arrive... Il ne termina pas la phrase, mais Gabriel comprit. J'ai déjà mis de la sécurité dans sa chambre. Et l'aide-soignante, Jeanne, est avec elle. C'est la seule personne qui a cru ma mère pendant toutes ces années. Nous devons protéger Jeanne aussi. Si Marianne découvre son rôle dans tout cela, elle deviendra une cible. Gabriel acquiesça, sentant le poids de la responsabilité. Richard, si nous allons de l'avant avec ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Mon mariage va se terminer. Ma vie va être bouleversée. La presse va se régaler de cette histoire. Richard regarda directement dans les yeux de son ami. Et si tu n'y vas pas? Peux-tu vivre en sachant que la femme qui dort à tes côtés a gardé ta mère prisonnière? Peux-tu faire semblant de ne rien savoir? Peux-tu la laisser s'en tirer impunément? Gabriel ferma les yeux. Non, je ne peux pas. Alors il n'y a pas de choix, Gabriel. Nous allons tout révéler. Nous allons rendre justice. Et nous allons nous assurer qu'elle paie pour chaque jour où Léonore a souffert. Les jours suivants, Gabriel mena une double vie épuisante. Le jour, il feignait la normalité à la maison, conversait avec Marianne, dînait avec elle, dormait à ses côtés. Mais chaque geste était calculé, chaque mot mesuré. Il observait tout ce qu'elle faisait, cherchant des signes, essayant de comprendre comment il n'avait pas perçu avant qui elle était vraiment. La nuit, quand Marianne dormait, Gabriel sortait silencieusement et allait à l'hôpital rendre visite à sa mère. Léonore se rétablissait lentement. Les médecins disaient que ce serait un long processus pour inverser les effets de la sédation prolongée, mais elle répondait bien au traitement. Gabriel passait des heures à ses côtés, écoutant les histoires des 3 années perdues, demandant pardon à plusieurs reprises de ne pas avoir perçu la vérité plus tôt. « Tu n'as pas eu tort, mon fils », disait toujours Léonore, lui tenant la main. « C'est une manipulatrice. Elle savait exactement comment agir pour que tu ne te doutes jamais de rien. » Pendant ce temps, Richard travaillait silencieusement en coulisses. Il obtint l'ordonnance judiciaire et commença à enquêter sur les comptes des participations Dubois. Ce qu'il découvrit fut encore plus choquant que ce qu'il attendait. Marianne avait détourné des millions au cours des 3 années, transférant des fonds vers des comptes offshore, créant des sociétés écrans, achetant des propriétés au nom de tiers. Le patrimoine que Gabriel avait construit au fil des ans était systématiquement pillé. Le détective privé, un homme discret nommé Paul Martin, commença à suivre Marianne. Il découvrit qu'elle avait des réunions fréquentes avec un homme qui n'était pas Gabriel. Des photos montrèrent des rencontres dans des restaurants chers, des hôtels de luxe. Marianne ne volait pas seulement Gabriel financièrement, elle le trompait aussi. Quand Gabriel vit les photos, il ressentit une pointe de douleur, mais c'était différent de ce qu'il attendait. Ce n'était pas de la jalousie, c'était presque un soulagement. Une preuve de plus que la femme qu'il avait aimée n'avait jamais vraiment existé. Tout n'était qu'une farce. Richard traça également le médecin qui avait signé le faux certificat de décès. L'homme vivait dans une petite ville de province, essayant de reconstruire sa vie après avoir perdu sa licence. Quand Paul Martin le trouva et lui expliqua qu'il pourrait avoir de sérieux problèmes s'il ne collaborait pas, le médecin avoua tout. Marianne l'avait contacté 3 ans auparavant, lui offrant une somme élevée pour signer le faux document. Il était désespéré d'argent, avait des dettes de jeu et avait accepté. Maintenant, il était prêt à témoigner. L'entreprise de pompes funèbres fut également enquêtée. Le propriétaire avait fermé l'entreprise et déménagé dans une autre ville, mais fut localisé. Il raconta que Marianne avait payé pour des funérailles complètes, mais sans corps. Le cercueil était vide. Il n'avait jamais posé de questions car l'argent était bon et elle avait dit que c'était une situation familiale compliquée. Pièce par pièce, la vérité était en train d'être assemblée. Richard rassembla tout dans un volumineux dossier, avec des centaines de pages de documents, photos, témoignages, relevés bancaires.
C'était une preuve irréfutable que Marianne avait orchestré l'une des fraudes les plus élaborées qu'il ait jamais vues. Le jeudi de cette semaine-là, Richard appela Gabriel. « C'est prêt. Nous avons tout. Demain matin, nous irons à la police et formaliserons la plainte. » Gabriel était à son bureau quand il reçut l'appel. Il regarda par la fenêtre vitrée la ville de Paris s'étendant en dessous de lui, pensant à la façon dont tout était sur le point de changer. « Je suis prêt. »« Une chose, Gabriel, dit Richard. Quand nous porterons plainte, la police arrêtera Marianne immédiatement. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Il n'y a pas de retour en arrière une fois que nous aurons commencé. » Gabriel pensa à sa mère, aux 3 années qu'elle avait perdues. Il pensa à Jeanne, luttant seule pour que la vérité éclate. Il pensa à lui-même, aux 3 années qu'il avait passées à pleurer devant une tombe vide, pendant que Marianne dormait paisiblement à ses côtés. J'en suis absolument sûr. Alors demain, à 9 heures du matin, au commissariat central de police, je serai là avec tous les documents. Tu amènes Léonore et Jeanne pour qu'elles témoignent, et nous amenons aussi Paul avec toutes les preuves photographiques. D'accord. Gabriel raccrocha et resta à regarder le téléphone dans ses mains. Il ne restait qu'une nuit de plus. Une dernière nuit à faire semblant de ne rien savoir. Une dernière nuit à dormir à côté de la femme qui avait détruit sa vie. Demain, tout éclaterait. Demain, la justice commencerait à être rendue. Quand il rentra chez lui ce soir-là, Marianne était particulièrement affectueuse. Elle prépara son dîner préféré, choisit un vin cher, mit de la musique d'ambiance. Gabriel participa à la farce, parlant de sujets triviaux, souriant aux moments appropriés, faisant semblant que c'était juste une autre soirée normale. Mais quand il alla dormir, il resta éveillé des heures, regardant le plafond dans l'obscurité. À ses côtés, Marianne dormait profondément, sa respiration calme et régulière. Comment pouvait-elle dormir si tranquillement, se demanda-t-il. Comment pouvait-elle vivre avec le poids de tout ce qu'elle avait fait? Gabriel pensa à la réveiller là même, à lui raconter tout ce qu'il savait, à voir l'expression sur son visage quand elle réaliserait qu'elle avait été découverte. Mais il se contrôla. Demain, elle saurait. Demain, le château de mensonges qu'elle avait construit s'effondrerait complètement, et il serait là pour voir chaque pierre tomber. Quand le soleil commença à se lever, Gabriel se leva silencieusement. Il prit une douche, enfila un costume sombre, ajusta sa cravate. Il se regarda dans le miroir et vit un homme différent de celui qui se réveillait chaque dimanche pour visiter une tombe vide. Cet homme avait un but, cet homme avait une mission, cet homme allait rendre justice. Il descendit et trouva Marianne dans la cuisine préparant le café. Elle sourit en le voyant. « Bonjour, mon amour. Tu sors tôt de nouveau ?» Gabriel la regarda, gravant ce moment dans sa mémoire. La dernière fois qu'elle le regardait sans savoir que tout était sur le point de se terminer. « Oui, » répondit-il, « j'ai une réunion importante. » Marianne s'approcha et lui lissa la cravate. « Bonne chance alors. » Gabriel lui tint la main un instant, regardant dans les yeux de cette femme qu'il avait aimée, en qui il avait eu confiance, qui avait tout détruit. « Merci, » dit-il. Et puis il sortit, fermant la porte derrière lui pour la dernière fois, en tant qu'homme marié à Marianne. Quand il reviendrait dans cette maison, ce serait en homme libre, libre du mensonge, libre de la trahison, libre de la femme qui avait tenté d'enterrer sa mère vivante. Richard l'attendait devant le commissariat. À ses côtés se trouvait Léonore, appuyée sur Jeanne, et Paul avec plusieurs dossiers de documents. Gabriel se gara et marcha vers eux, sentant le poids du moment. « Allons-y, dit-il. » Et ensemble, ils entrèrent au commissariat pour raconter au monde une histoire que personne n'allait croire. L'histoire d'une femme qui avait simulé la mort de sa belle-mère pour voler son mari. L'histoire de 3 ans de mensonges. L'histoire d'une tombe vide et d'une vérité qui éclatait enfin. Le commissariat central de police de Paris était animé ce vendredi matin. Gabriel entra accompagné de Richard, Léonore, Jeanne et Paul, portant des boîtes de documents qui représentaient 3 ans d'enquête condensés en une semaine. L'inspecteur Fernand Girard, un homme d'une 50aine d'années à l'expression sérieuse et au regard attentif, les reçut dans son bureau. « Monsieur Dubois, maître Moreau m'a brièvement expliqué la situation au téléphone, mais je dois avouer que j'ai eu du mal à y croire, » dit l'inspecteur, leur faisant signe de s'asseoir. « Une fraude de cette ampleur, maintenue si longtemps, est rare. » Gabriel respira profondément. « Je comprends, inspecteur, j'ai moi-même eu du mal à y croire, mais les preuves sont toutes là, et le témoin principal est ma mère, que tout le monde croyait morte depuis 3 ans. » L'inspecteur regarda Léonore, assise à côté de Jeanne, encore fragile, mais avec un regard déterminé.
« Madame, vous êtes Léonore Dubois. »« C'est moi, inspecteur, » répondit Léonore, la voix encore un peu rauque des années de sédation. « Et je suis ici pour raconter tout ce qu'ils m'ont fait. » Pendant les 3 heures suivantes, chacun témoigna. Léonore raconta la dispute avec Marianne, les documents qu'elle avait refusé de signer, le thé empoisonné et son réveil à l'asile. Sa voix tremblait par moments, surtout lorsqu'elle décrivait les 3 années passées sous sédatifs, croyant que son fils l'avait abandonnée. Jeanne raconta comment elle avait commencé à se méfier, comment elle avait noté chaque détail suspect pendant des années, comment elle avait finalement décidé de chercher Gabriel au cimetière. Elle montra le carnet où elle avait tout enregistré, des pages et des pages de notes documentant l'emprisonnement de Léonore. Richard présenta les documents bancaires, montrant les détournements de millions d'euros, les virements vers des comptes offshore, les sociétés écrans. Paul apporta les photos de la trahison de Marianne, les enregistrements de ses réunions suspectes, les témoignages qu'il avait recueillis. L'inspecteur écoutait tout avec une attention croissante, prenant des notes, demandant des éclaircissements. Quand tous eurent terminé, il se pencha en arrière sur sa chaise, visiblement ébranlé. « C'est l'une des fraudes les plus élaborées que j'ai jamais vues dans ma carrière, » dit-il. « Monsieur Dubois, êtes-vous absolument sûr de vouloir poursuivre? Une fois que nous aurons lancé le processus, votre vie deviendra un cirque médiatique. » Gabriel regarda sa mère, puis Jeanne, et enfin l'inspecteur. « J'en suis absolument sûr. Ma mère a passé 3 ans prisonnière, sous sédatifs, croyant que je l'avais abandonnée. Il n'y a pas de prix trop élevé pour rendre justice. » L'inspecteur acquiesça. « Très bien. Je vais immédiatement délivrer un mandat d'arrêt provisoire contre Marianne Dubois. Nous allons également bloquer tous les comptes bancaires qui lui sont associés et ouvrir une enquête complète. Monsieur Dubois, vous devez être préparé, car lorsque nous arrêterons votre épouse, cela fera la une de tous les journaux avant la fin de la journée. »« Je sais, » répondit Gabriel. L'inspecteur prit le téléphone et commença à donner des ordres. En moins d'1 heure, une équipe de police était en route vers le penthouse du boulevard Haussmann. Gabriel demanda à ne pas être présent au moment de l'arrestation. Il n'avait pas la force de voir cela. Au lieu de cela, il retourna avec sa mère et Jeanne à l'hôpital, où ils attendraient des nouvelles. Ce furent 2 heures d'attente angoissante. Gabriel tenait la main de sa mère, tous deux assis dans la chambre d'hôpital, en silence. Jeanne apporta du café, mais personne ne put boire. À 11h30 du matin, le téléphone de Gabriel sonna. C'était Richard. « C'est fait. La police vient d'arrêter Marianne. Elle a résisté, crié, menacé de poursuivre tout le monde. Mais elle est sous garde maintenant. » Gabriel ferma les yeux, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. « Merci, Richard. Il y a autre chose, Gabriel. La presse a déjà découvert. Il y a des journalistes devant le commissariat, devant l'hôpital, devant ta maison. Ça va exploser. » Et ça explosa. En quelques heures, l'histoire était sur toutes les chaînes de télévision, sur tous les sites d'information, sur tous les réseaux sociaux. Entrepreneur découvre que sa mère est vivante après 3 ans passés à pleurer sur une tombe vide. Épouse accusée d'avoir simulé la mort et détourné des millions. Les détails étaient rares au début, mais au fur et à mesure que la journée avançait, plus d'informations fuitaient. Gabriel éteignit son téléphone après avoir reçu le 100e appel de journalistes. Il n'était pas prêt à parler à la presse, pas encore. Il devait d'abord traiter tout ce qui se passait. Il devait d'abord s'assurer que sa mère était en sécurité. L'après-midi, l'inspecteur Girard appela personnellement. « Monsieur Dubois, Marianne demande à vous parler. Elle dit qu'elle ne témoignera que si elle peut vous parler d'abord. » Gabriel sentit son estomac se nouer. « Je ne veux pas la voir. Je comprends, mais cela peut être stratégique. Si elle avoue devant vous avec des témoins, cela renforce le dossier. Vous n'avez pas besoin d'être seul avec elle. Moi et d'autres policiers seront dans la pièce. » Gabriel regarda sa mère. Léonore lui serra la main avec force. « Vas-y, mon fils. Regarde-la dans les yeux et laisse-la voir qu'elle n'a pas réussi à te détruire. » Une demi-heure plus tard, Gabriel entra au commissariat par la porte de derrière, évitant les journalistes qui encerclaient l'entrée principale. L'inspecteur le conduisit à une salle d'interrogatoire. Marianne était assise, menottée, les cheveux en désordre, le maquillage brouillé par les larmes. Quand elle vit Gabriel entrer, elle se leva brusquement. « Gabriel, Dieu merci, tu dois dissiper ce malentendu. Je peux tout expliquer. » Gabriel tira une chaise et s'assit de l'autre côté de la table, gardant ses distances. « Alors explique comment ma mère, qui aurait dû être morte,
a passé 3 ans sous sédatif dans un asile. Marianne secoua frénétiquement la tête. « Ce n'est pas comme ça, tu ne comprends pas. Ta mère était malade, Gabriel. Elle avait des délires, disait des choses absurdes. J'ai essayé d'aider. Tu as essayé d'aider en la droguant et en l'enregistrant sous un faux nom. Tu as essayé d'aider en falsifiant un certificat de décès et en organisant des funérailles avec un cercueil vide. » Les larmes de Marianne semblaient sincères, mais Gabriel ne savait plus ce qui était réel et ce qui était du théâtre. J'étais désespéré. Elle allait tout gâcher. Elle allait te faire perdre tout ce que tu avais construit. Alors tu as décidé de la tuer? Socialement, légalement, tu l'as tuée. Non, cria Marianne. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Je voulais juste... J'avais besoin... Tu avais besoin d'argent, compléta Gabriel, la voix froide. Tu avais besoin de contrôle. Tu avais besoin de me manipuler tout en volant des millions. Et en chemin, tu as détruit une femme innocente. Marianne tenta de lui prendre les mains à travers la table, mais Gabriel recula. « Je t'aime, Gabriel. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous. »« Non, » dit Gabriel, se levant. « Tout ce que tu as fait, c'était pour toi. Et maintenant, tu vas payer pour ça. » Marianne commença à crier, alors que Gabriel sortait de la pièce. « Tu ne peux pas me faire ça, je suis ta femme. Nous avons une vie ensemble. Gabriel, s'il te plaît. » Mais il ne regarda pas en arrière. Il sortit du commissariat par la même porte de derrière, monta dans la voiture que Richard avait mise à disposition et retourna à l'hôpital. Quand il arriva dans la chambre de sa mère, ses jambes fléchirent enfin. Il s'assit et pleura, toute la tension des derniers jours explosant enfin. Léonore et Jeanne l'étreignirent, les 3 personnes qui avaient été victimes de la même femme, maintenant unies par la vérité qui avait enfin éclaté. Les jours suivants, l'affaire prit des proportions nationales. Des émissions de télévision débattaient du sujet. Des experts analysaient comment une fraude de cette ampleur avait pu être maintenue si longtemps. Beaucoup louaient le courage de Jeanne, une humble aide-soignante qui avait tout risqué pour sauver une inconnue. D'autres se demandaient comment Gabriel n'avait rien remarqué. Les médias furent implacables, mais Gabriel décida d'utiliser cette exposition à son avantage. Il donna une unique conférence de presse, au cours de laquelle il présenta Léonore au monde. Mère et fils s'assirent côte à côte, et Gabriel raconta toute l'histoire. Léonore, encore fragile mais déterminée, confirma chaque détail. « J'ai perdu 3 ans de ma vie, » dit Léonore devant les caméras, la voix ferme. 3 ans à croire que mon fils m'avait abandonné. 3 ans sous sédatif, invisible, traité comme si je n'existais pas. Mais j'ai survécu. Et maintenant, je veux que mon histoire serve d'avertissement. Il y a beaucoup de personnes âgées invisibles, oubliées dans les asiles, réduites au silence, sans voix. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui a cru en moi. Et cette personne était Jeanne, assise dans l'assistance. Gabriel l'appela sur scène. « Cette femme, dit-il, posant sa main sur son épaule, a sauvé ma mère, quand le monde entier l'avait oubliée. Elle n'avait rien à gagner, beaucoup à perdre, mais elle a choisi de faire ce qui était juste. » Jeanne, en larmes, secoua la tête. « J'ai juste fait ce que n'importe quelle personne décente ferait. Mais beaucoup ne le feraient pas, » répondit Gabriel. « Et c'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, Jeanne n'est pas seulement une aide-soignante. Elle est la directrice de la fondation Léonore Dubois, que nous inaugurerons la semaine prochaine. » La nouvelle prit tout le monde par surprise, y compris Jeanne, qui regarda Gabriel les yeux écarquillés. « Monsieur Gabriel, je ne peux pas. Je n'ai pas la formation pour cela. »« Vous avez quelque chose de plus important, » dit Gabriel. « Vous avez du cœur, vous avez du courage. Et vous comprenez ce que signifie être invisible. Cette fondation aidera les femmes entrepreneuses, mais elle créera aussi un programme spécial pour les aides-soignantes et les personnes âgées, pour s'assurer qu'aucune autre Léonore ne soit oubliée. » L'assistance de journalistes applaudit. Cette histoire d'horreur se transformait en quelque chose de plus grand. Elle devenait un symbole d'espoir, de justice, de seconde chance. Pendant ce temps, au commissariat, Marianne restait en prison. Son avocat tenta de demander sa libération, arguant qu'elle avait des racines dans la communauté et ne représentait aucun risque de fuite. Mais le juge refusa, citant la gravité des crimes et la froideur avec laquelle ils avaient été planifiés. Marianne serait jugée en détention. Les enquêtes continuèrent de révéler des couches et des couches de fraude. D'autres comptes bancaires furent découverts, d'autres sociétés écrans, d'autres propriétés achetées avec de l'argent détourné. Le patrimoine volé dépassait les 10 millions d'euros. Marianne avait construit un empire aux dépens de Gabriel, tout en faisant semblant d'être une épouse dévouée. L'homme qu'elle rencontrait fut également identifié.
C'était un avocat malhonnête qui l'aidait à structurer les stratagèmes financiers. Il fut également arrêté comme complice. 1 mois après l'arrestation, Gabriel était de retour au cimetière du Père Lachaise. Mais cette fois, il n'était pas là pour pleurer. Il était là pour clore un cycle. Il avait engagé une entreprise pour retirer la fausse pierre tombale, pour démanteler la tombe vide qui avait été le théâtre de 3 ans de souffrance. Léonore était à ses côtés, appuyée sur une canne, mais chaque jour plus forte. Jeanne était là aussi, et Richard et quelques amis proches qui avaient soutenu Gabriel tout au long du processus. « Cet endroit ne signifie plus rien, » dit Gabriel, regardant l'emplacement de l'ancienne pierre tombale. « Pendant 3 ans, je suis venu ici en croyant à un mensonge, mais maintenant, je connais la vérité. Et je suis venu ici pour dire adieu. Non à ma mère, car elle est vivante et va bien, mais adieu à l'homme que j'étais. Cet homme naïf, aveugle, qui croyait aux illusions. » Il se leva. À sa place est né un homme qui connaît la valeur de la vérité, qui comprend le prix de la trahison, mais qui a aussi appris le pardon, les secondes chances, la transformation de la douleur en un but. Gabriel quitta le cimetière, sachant qu'il ne reviendrait jamais. Ce chapitre était clos. La vraie vie, la vie authentique, était là, l'attendant. 1 semaine plus tard, la fondation Léonore Dubois fut inaugurée lors d'une cérémonie émouvante. Des centaines de personnes y assistèrent, y compris beaucoup qui avaient été touchés par l'histoire. Le bâtiment choisi était vaste et moderne, avec des salles de cours, des espaces de réunion, et un département entier dédié au bien-être des personnes âgées et des aides-soignantes. Gabriel prononça un discours bref mais puissant. Cette fondation est née de la douleur, mais elle existe pour créer de l'espoir. Elle est née d'une injustice, mais elle existe pour promouvoir la justice. Et elle est née de l'amour entre une mère et son fils, que même 3 ans de mensonges n'ont pu détruire. Léonore coupa le ruban inaugural aux côtés de Jeanne, les 2 femmes qui avaient survécu au pire et étaient maintenant prêtes à aider d'autres personnes à faire de même. Les caméras enregistrèrent tout, mais Gabriel savait que ce moment était bien plus qu'une simple nouvelle. C'était une victoire sur le mensonge, sur la cruauté, sur l'avidité. Ce soir-là, Gabriel dîna avec sa mère dans l'appartement qu'il lui avait loué, un endroit douillet avec vue sur le parc des Buttes-Chaumont. Ils parlèrent du passé, de l'avenir, des projets pour la fondation. Et pour la première fois en 3 ans, Gabriel se sentit complet. « Tu sais que le procès va être difficile, n'est-ce pas ?» dit Léonore. « Ça va tout faire remonter à la surface. Tu devras revivre chaque moment. »« Je sais, maman. Mais je dois être là, je dois la regarder et lui montrer qu'elle n'a pas réussi à me détruire, qu'elle n'a pas réussi à te détruire. » Léonore serra la main de son fils. « Tu es un homme fort, Gabriel, plus fort que je ne l'imaginais, et je suis très fier de toi. » Gabriel sentit les larmes lui monter à nouveau, mais cette fois c'étaient des larmes de gratitude. Gratitude d'avoir sa mère de retour, gratitude pour le courage de Jeanne d'avoir dit la vérité, gratitude d'avoir des amis comme Richard qui étaient restés à ses côtés. « Merci de n'avoir jamais abandonné, maman. Merci d'avoir survécu. Merci d'avoir cru que je reviendrais. » Léonore sourit. Ce sourire fatigué mais sincère de quelqu'un qui a traversé l'enfer et a réussi à revenir. « Je suis ta mère, Gabriel. Je croirai toujours en toi. Toujours. » Ils restèrent à discuter tard, rattrapant les 3 années perdues, une histoire à la fois. Dehors, Paris continuait sa vie nocturne agitée. Des millions de personnes vivant leurs propres histoires, affrontant leurs propres batailles. Mais là, dans cet appartement, 2 personnes qui avaient été séparées par le mensonge le plus cruel étaient de nouveau ensemble. Et cela, pensa Gabriel en serrant sa mère dans ses bras, était tout ce qui comptait. La vérité avait gagné. La justice était en marche. Et l'amour entre une mère et son fils, cet amour que Marianne avait tenté de détruire, était plus fort que jamais. La tombe vide avait été juste cela, vide. Mais la vie qu'il construisait maintenant, celle-là était réelle. Celle-là était vraie. Celle-là était la leur. Et personne, jamais plus, ne pourrait la leur enlever. Gabriel regarda par la fenêtre la ville illuminée et sourit. Le passé était derrière eux. L'avenir s'ouvrait devant eux, plein de possibilités, de sens, d'espoir. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Gabriel se sentait vraiment en paix. Le voyage avait été long et douloureux. La vérité avait coûté cher. Mais au final, chaque larme, chaque nuit blanche, chaque moment de douleur en valait la peine. Car à la fin, ils avaient à gagner. Non pas contre Marianne, mais contre le mensonge, contre le désespoir, contre la résignation. Et c'était la plus grande victoire de toutes.
3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Marianne. 3 mois de gros titres, d'enquêtes, de révélations qui semblaient sans fin. Gabriel s'était temporairement éloigné des affaires, laissant la gestion de l'entreprise à des personnes de confiance pendant qu'il se consacrait à prendre soin de sa mère et à se préparer au procès qui approchait. Léonore avait fait des progrès remarquables. Les médecins étaient impressionnés par son rétablissement, tant physique que mental. Les effets de la sédation prolongée étaient lentement inversés, et elle parvenait déjà à marcher sans aide, bien qu'elle se fatigue encore facilement. Mais le plus important était que l'éclat était revenu dans ses yeux. Cette femme que Gabriel avait rencontrée à l'asile, maigre et brisée, se transformait peu à peu en la mère forte qu'il avait connue. La fondation Léonore Dubois fonctionnait déjà à plein régime sous la direction de Jeanne. Au cours des 2 premiers mois, plus de 200 femmes avaient été aidées, recevant des cours de formation, des microcrédits pour démarrer des entreprises et un soutien psychologique. Mais le projet le plus spécial était le programme Voix invisibles, dédié à l'identification et à l'aide des personnes âgées en situation de vulnérabilité dans les asiles et institutions. Jeanne se révéla être une administratrice née. Elle comprenait les douleurs des gens parce qu'elle avait vécu ces douleurs. Elle savait ce que c'était d'être invisible, d'être rejetée par la société, d'être considérée comme moins que rien. Et elle utilisait cette expérience pour créer des programmes qui faisaient réellement la différence. Gabriel visitait la fondation chaque semaine, toujours impressionné par le travail accompli. Lors d'une de ses visites, Jeanne l'appela dans son bureau. « Monsieur Gabriel, il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer, » dit-elle, prenant un dossier. Au cours des dernières semaines, nous avons reçu des dizaines de lettres de personnes qui ont vu l'histoire de Madame Léonore à la télévision. Beaucoup viennent de familles qui soupçonnent que quelque chose de similaire a pu arriver à leurs proches. Gabriel feuilleta les lettres, sentant son cœur se serrer. Il y avait des histoires de disparitions soudaines, de personnes âgées qui avaient disparu sans explication, de familles qui n'avaient jamais obtenu de réponse. « Combien d'autres Léonore y a-t-il là-bas » demanda-t-il. « Beaucoup » répondit Jeanne. « Et j'aimerais votre autorisation pour créer une équipe spéciale. Nous pouvons travailler avec les autorités pour enquêter sur ces cas. Peut-être que tous ne sont pas des fraudes, mais certains pourraient l'être. » Gabriel acquiesça immédiatement. « Faites-le, Jeanne. Utilisez toutes les ressources dont vous avez besoin. Si nous pouvons sauver au moins une personne de plus, cela en aura valu la peine. » Tandis que la fondation grandissait et faisait la différence, la date du procès de Marianne arriva enfin. C'était un froid lundi d'août lorsque Gabriel entra au palais de justice de Paris aux côtés de Richard. L'endroit était entouré de journalistes, de caméras de télévision, de curieux. L'affaire était devenue l'une des plus commentées de l'année. La salle d'audience était bondée. Gabriel s'assit au premier rang, à côté de Léonore et Jeanne. De l'autre côté, Marianne fut amenée menottée, vêtue d'un costume discret que son avocat avait certainement choisi pour donner une image de respectabilité. Quand elle entra, ses yeux cherchèrent immédiatement Gabriel. Il soutint son regard un instant, puis détourna les yeux. Il n'y avait plus rien à dire. Le juge, Marc Duval, un homme d'une 60aine d'années réputé pour être rigoureux mais juste, ouvrit la session. L'accusation était étendue. Fraude documentaire, séquestration, détournement de fonds, fausse identité, abus de confiance. La procureure, Patricia Leroy, une femme déterminée d'une 40aine d'années, présenta l'affaire de manière méticuleuse. Pendant les 2 premiers jours, des témoins furent entendus. Le médecin qui avait signé le faux certificat avoua de nouveau, cette fois devant le juge, expliquant comment Marianne l'avait contacté, combien elle avait payé, comment tout avait été planifié. Le propriétaire de l'entreprise de pompes funèbres confirma que les funérailles étaient une farce, que le cercueil était vide, que tout n'était qu'une mise en scène payée. Des employés de l'asile témoignèrent des paiements mystérieux de la personne âgée enregistrée sous un faux nom, des ordres exprès de la maintenir sous sédatif. Chaque témoignage était plus dévastateur que le précédent, construisant un tableau complet de la cruauté méticuleusement planifiée. Le 3e jour, ce fut au tour de Jeanne de monter à la barre. Elle était visiblement nerveuse, mais quand elle commença à parler, sa voix fut ferme et claire. « J'ai travaillé dans cet asile pendant 3 ans, dit-elle, et pendant tout ce temps, je n'ai jamais vu un cas aussi cruel que celui de Madame Léonore. Elle était lucide. Elle savait exactement qui elle était son fils, ce qui se passait. Mais personne ne la croyait. Et plus elle essayait d'expliquer, plus on lui donnait de médicaments.
La procureure demanda « Et pourquoi avez-vous décidé d'enquêter sur l'affaire ?»« Parce que je savais ce que c'était d'être invisible, » répondit Jeanne, les larmes commençant à couler. « J'ai vécu dans la rue. J'ai été toxicomane. J'ai été rejeté par la société. Je sais ce que c'est quand personne ne vous voit, quand personne ne vous croit. Et je ne pouvais pas laisser cela continuer à arriver à Madame Léonore. » Le témoignage de Jeanne émut toute la salle. Même le juge sembla touché. Quand elle descendit de la barre, Gabriel l'embrassa, lui murmurant un remerciement qui venait du fond du cœur. Le 4e jour, Léonore fut appelée à témoigner. Gabriel lui serra la main avant qu'elle ne monte, lui donnant de la force. Sa mère était pâle mais déterminée. Elle marcha jusqu'à la barre la tête haute, regarda Marianne sans peur et commença son récit. « J'ai élevé mon fils seul après que son père nous ait abandonnés, » commença Léonore. « J'ai travaillé jour et nuit pour lui donner tout ce qu'il méritait. Je l'ai vu grandir, faire ses études, construire une vie réussie. Et quand il m'a présenté Marianne, j'ai voulu croire qu'elle était la bonne personne pour lui. Mais quelque chose en moi a toujours su que ce n'était pas le cas. » Elle raconta les disputes, les documents que Marianne voulait qu'elle signe, le refus et la dispute qui s'ensuivit. Je savais que ces papiers lui donneraient un contrôle total sur la vie de mon fils, sur le patrimoine qu'il avait construit avec tant d'efforts, et je ne pouvais pas le permettre. Léonore décrivit la nuit où tout changea. Elle est revenue avec un thé, disant qu'elle voulait faire la paix. J'ai eu confiance, j'ai bu ce thé. Et après, tout est devenu confus. Je me souviens de voix, d'être porté, de me réveiller dans un endroit étrange sans savoir où j'étais. Sa voix trembla quand elle parla des 3 ans passés à l'asile. Il me droguait tous les jours. J'étais dans un état de semi-conscience, sans force pour résister. Dans les brefs moments où je me réveillais, j'essayais d'expliquer qui j'étais. Je demandais qu'on appelle mon fils. Mais tout le monde disait que j'étais confuse, que c'était un délire. Et puis venaient d'autres médicaments. Le pire, continua Léonore, les larmes coulant maintenant librement. Ce n'était pas la douleur physique. C'était de savoir que mon fils était dehors, croyant que j'étais morte, souffrant pour moi, alors que j'étais vivante et prisonnière. C'était d'imaginer qu'il pensait que je l'avais abandonné, que j'étais partie sans dire au revoir. Gabriel pleurait aussi, tout comme Jeanne, tout comme de nombreuses personnes dans la salle. La procureure demanda « Et quand votre fils vous a enfin retrouvé, comment vous êtes-vous senti ?» Léonore regarda Gabriel, un sourire triste sur le visage. J'ai senti que cela valait la peine de survivre. J'ai senti que je n'avais pas tout perdu, qu'il y avait encore de l'espoir. Quand Léonore descendit, la salle entière était silencieuse. La cruauté de ce qui avait été fait à cette femme était indéniable, impossible à ignorer. Marianne gardait la tête basse, sans regarder personne. Le 5e jour, ce fut au tour de Gabriel de témoigner. Il monta à la barre des témoins, sentant le poids de tous les regards. La procureure le guida à travers l'histoire, depuis le jour où il avait reçu la nouvelle de la prétendue mort de sa mère, jusqu'au moment où Jeanne l'avait abordé au cimetière. « Comment vous êtes-vous senti quand vous avez découvert que votre mère était vivante ?» demanda la procureure. Gabriel respira profondément. C'était comme si le monde s'était effondré une 2e fois. La première fois, c'est quand j'ai cru l'avoir perdue. La seconde, c'est quand j'ai découvert que cette perte était un mensonge, que pendant 3 ans, j'ai pleuré, souffert, porté une culpabilité dévastatrice, tout cela basé sur une farce. Il regarda Marianne. Et la personne responsable de cette farce était la femme que j'aimais. La femme en qui j'avais entièrement confiance. La femme qui dormait à mes côtés toutes les nuits sachant que ma mère était vivante, prisonnière, souffrante. Et comment vous sentez-vous envers elle maintenant ? Gabriel n'hésita pas. Rien. Je ne ressens absolument rien. La femme que j'aimais n'a jamais existé. C'était juste une illusion, un masque. Et quand le masque est tombé, tout ce qui restait était une étrangère capable de cruauté inimaginable. Le 6e jour, Marianne eut enfin la chance de se défendre. Son avocat tenta d'argumenter qu'elle avait agi sous pression, qu'elle essayait de protéger Gabriel d'une belle-mère manipulatrice, que les choses avaient échappé à son contrôle. Mais les arguments sonnaient creux face à tant de preuves. Quand Marianne monta à la barre, elle tenta de pleurer et tenta de paraître repentante, mais ses mots étaient trop calculés, trop répétés. Elle n'assuma aucune responsabilité réelle. Il y avait toujours une excuse, toujours quelqu'un d'autre à blâmer. Gabriel observa cette performance et ressentit de la pitié, non pas pour elle, mais pour la personne qu'il avait été.
pour l'homme naïf qui s'était épris de l'illusion, qui n'avait pas vu les signes, qui avait permis que cela se produise. Après 7 jours de procès, vint le moment des plaidoiries finales. La procureure fut incisive, demandant la peine maximale pour les crimes commis. « Ce n'était pas un acte impulsif, dit-elle. Ce fut une fraude méticuleusement planifiée qui a duré 3 ans. Léonore Dubois a été maintenue prisonnière, sous sédatif, privée de sa liberté et de sa dignité. Et tout cela par pure avidité. » L'avocat de la défense tenta de plaider la clémence, mais ses mots sonnèrent faibles. Le juge annonça que le verdict serait rendu dans 1 semaine. Pendant cette semaine d'attente, Gabriel passa beaucoup de temps avec sa mère. Ils parlèrent de tout, du passé, de l'avenir, du pardon et de la justice. Léonore surprit Gabriel en disant qu'elle ne ressentait aucune haine envers Marianne. « La haine me détruirait, mon fils, expliqua-t-elle. J'ai déjà perdu 3 ans de ma vie à cause de sa méchanceté. Je ne vais pas perdre plus de temps à laisser la haine me consumer. Je veux la justice, oui, je veux qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. Mais je veux aussi aller de l'avant, vivre le temps qu'il me reste à tes côtés, faire la différence à travers la fondation. » Gabriel serra sa mère dans ses bras, impressionné par sa force. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Léonore sourit. « Je ne suis pas forte, mon fils. Je suis juste une survivante, et les survivants apprennent que la seule voie est d'aller de l'avant. » Le jour du verdict, la salle était encore plus bondée que le premier jour. Gabriel, Léonore et Jeanne s'assirent ensemble, se tenant les mains. Le juge entra et tout le monde se leva. Le juge Marc Duval commença à lire le verdict, résumant les crimes, les preuves, les témoignages. Sa voix était ferme et solennelle. Ce tribunal déclare Marianne Dubois coupable de tous les crimes pour lesquels elle a été accusée. La froideur et la préméditation avec lesquelles elle a agi, la durée de la souffrance imposée à la victime et l'absence totale de remords démontrés font de cette affaire l'une des plus graves que j'ai jamais jugées. Il fit une pause. La peine est de 18 ans de prison ferme, en plus du remboursement intégral de toutes les sommes détournées, avec intérêt et amende. La prévenue perd également tous les droits sur tout patrimoine lié à la famille Dubois. La salle explosa en murmures. Marianne pâlit, ses jambes fléchissant. Elle dut être soutenue par les gardes. Gabriel sentit un poids immense être retiré de ses épaules. Ce n'était pas un soulagement complet, pas encore. Mais c'était la justice. Enfin, la justice. Dehors, face aux journalistes, Gabriel fit une brève déclaration. « La justice a été rendue aujourd'hui. Ma mère peut enfin commencer à guérir les blessures des 3 dernières années. Et nous pouvons aller de l'avant, sachant que la vérité a gagné. » Un journaliste demanda « Monsieur, pouvez-vous pardonner à Marianne ?» Gabriel réfléchit un instant. Pardonner ne signifie pas oublier ou justifier ce qui a été fait. Mais cela signifie ne pas laisser la haine me consumer. Ma mère me l'a appris. Alors oui, un jour, je pourrais peut-être pardonner. Mais je n'oublierai jamais. Ce soir-là, Gabriel organisa un dîner dans un restaurant discret. Étaient présents Léonore, Jeanne, Richard, Paul l'enquêteur et quelques amis proches qui l'avaient soutenu tout au long du processus. C'était une célébration, mais aussi un moment de réflexion. Richard leva son verre pour un toast. À Léonore, qui a survécu à l'impossible. À Jeanne, qui a eu le courage de dire la vérité. Et à Gabriel, qui n'a jamais renoncé à chercher la justice. Tous trinquèrent, mais ce fut Léonore qui fit le toast final. « Au nouveau départ, » dit-elle, regardant chaque personne présente. « Nous tous, d'une manière ou d'une autre, avons dû recommencer, mais nous l'avons fait ensemble, et c'est la vraie victoire. » Gabriel regarda sa mère, Jeanne, les amis réunis, et ressentit pour la première fois depuis des mois un sentiment de paix. Le chemin avait été long et douloureux. La vérité avait coûté cher. Mais cela en valait la peine. Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque moment de douleur, tout en valait la peine, car au final, la vérité avait gagné. La justice avait été rendue, et la vie pouvait recommencer. 1 an s'était écoulé depuis la sentence. 1 an de guérison, de reconstruction, d'apprentissage de la façon de vivre à nouveau, après que la vérité ait fait exploser tout ce que l'on croyait connaître. Gabriel était assis dans le bureau de la Fondation, regardant par la fenêtre la ville de Paris s'étendant sous le ciel bleu d'un après-midi de septembre. C'était le printemps, et quelque chose dans cette saison apportait toujours la sensation de renouveau. La porte s'ouvrit, et Léonore entra, portant un dossier rempli de documents. À 74 ans, elle ressemblait à une femme complètement différente de celle que Gabriel avait trouvée dans cet asile 1 an auparavant. Les cheveux gris étaient bien coiffés, le visage avait retrouvé sa couleur saine, et le plus important, l'éclat dans ses yeux était revenu.
Elle portait des vêtements élégants mais confortables et marchait avec une assurance qui semblait avoir été multipliée par l'expérience d'avoir survécu au pire. « Mon fils, tu dois voir ça, dit-elle, posant le dossier sur la table. Ce sont les rapports du dernier trimestre de la Fondation. Les chiffres sont impressionnants. » Gabriel prit les documents et commença à lire. En 1 an d'opération, la Fondation Léonore Dubois avait aidé plus de 1000 femmes, offrant des cours de formation, des microcrédits et un soutien psychologique. Mais ce qui l'impressionnait le plus était le programme Voix invisible, conçu par Jeanne. L'équipe spéciale avait enquêté sur 43 cas suspects de personnes âgées disparues ou en situations irrégulières. Parmi ceux-ci, 12 avaient été confirmés comme des situations d'abandon ou de fraude. 12 personnes qui, comme Léonore, avaient été oubliées du monde et étaient maintenant secourues. Jeanne a fait un travail incroyable, dit Gabriel en souriant. Elle a appris avec la meilleure des professeurs, répondit Léonore avec un sourire malicieux. Moi. Les deux rirent, ce rire léger et sincère de ceux qui ont enfin réussi à laisser le poids du passé se transformer en force pour l'avenir. La relation entre mère et fils avait été reconstruite d'une manière encore plus profonde qu'avant. Les 3 années de séparation, aussi douloureuses aient-elles été, leur avaient appris à tous deux la valeur de chaque moment passé ensemble. À ce moment-là, Jeanne entra dans la pièce. Elle aussi semblait une personne transformée. Elle n'était plus la femme maigre et nerveuse qui avait abordé Gabriel au cimetière. Maintenant, elle s'habillait avec professionnalisme, ses cheveux étaient bien coiffés, et il y avait une confiance dans ses pas qui venait de savoir qu'elle avait un but, que sa vie comptait. « Madame Léonore, Monsieur Gabriel, nous avons des visites, » annonça-t-elle. Ils entrèrent dans le salon principal de la Fondation, où un groupe de femmes les attendait. C'étaient des bénéficiaires du programme, des femmes qui avaient reçu un soutien pour lancer leurs propres entreprises. Elles apportaient des cadeaux faits par elles-mêmes, des artisanats, des bonbons, des fleurs. C'était une façon de remercier, mais aussi de montrer qu'elles prospéraient. Une des femmes, Carmen, une dame d'une 50aine d'années qui avait lancé une petite entreprise de couture, s'approcha de Léonore les larmes aux yeux. « Vous avez changé ma vie, Madame Léonore. J'étais sans espoir, sans direction. Et maintenant, j'ai mon propre atelier et je soutiens ma famille, tout grâce à la Fondation. » Léonore serra Carmen dans ses bras avec tendresse. « Vous avez changé votre propre vie, ma chère. Nous n'avons fait que donner les outils. Le courage a toujours été le vôtre. » Gabriel observa cette scène et sentit sa poitrine se réchauffer. C'était cela qui importait. Pas l'argent récupéré, pas la vengeance contre Marianne, pas les gros titres des journaux. C'était cela, des personnes réelles dont la vie était transformée, ayant une seconde chance. Après le départ des visiteurs, Gabriel, Léonore et Jeanne se réunirent dans la salle de réunion. Il y avait quelque chose que Gabriel voulait discuter avec elle. « J'ai beaucoup réfléchi à l'avenir, » commença-t-il. « La Fondation fonctionne merveilleusement, mais je sens que nous pouvons encore faire plus. Je veux l'étendre, ouvrir des bureaux dans d'autres villes, étendre le programme Voix invisible à tout le pays. » Jeanne s'anima immédiatement. « J'adorerais cela, Monsieur Gabriel. Il y a tant d'endroits où c'est nécessaire, tant de personnes oubliées. » Léonore serra la main de son fils. « Tu es sûr? Cela va te demander beaucoup, mon fils. Beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. » Gabriel regarda sa mère. « Maman, pendant 3 ans, j'ai passé mon temps à pleurer devant une tombe vide. Maintenant, je veux passer mon temps à faire quelque chose qui compte vraiment. Construire quelque chose qui durera, qui aidera les gens, qui honorera ce que tu as traversé. » Léonore sourit, les yeux embués. « Alors faisons-le, ensemble. » Ce soir-là, Gabriel retourna à l'appartement qu'il avait acheté pour lui après que son divorce avec Marianne ait été finalisé. C'était un endroit plus petit que le penthouse, mais c'était le sien, construit sur la vérité et non sur des mensonges. Il prépara un dîner simple et mangea seul, appréciant le silence. Son téléphone sonna. C'était Richard. Les deux avaient maintenu un contact étroit tout au long de l'année, et l'avocat était devenu non seulement un partenaire commercial, mais un véritable ami. « Gabriel, je voulais juste te donner une nouvelle, » dit Richard. « Marianne a fait appel, mais il a été rejeté. La sentence est maintenue. Elle purgera les 18 ans intégralement. » Gabriel resta silencieux un instant. Comment se sentait-il à ce sujet? 1 an auparavant, il aurait peut-être ressenti de la satisfaction. Mais maintenant, ce qu'il ressentait n'était qu'une tristesse lointaine. Tristesse pour la personne qu'elle aurait pu être et qu'elle a choisi de ne pas être. « Merci de m'avoir prévenu, Richard.
Comment vas-tu, Gabriel? Vraiment? Je vais bien, répondit Gabriel, et il réalisa que c'était vrai. Je vais de l'avant. La vie est étrange, tu sais. Il y a un an, j'étais au fond du trou, découvrant que tout ce que je croyais était un mensonge. Aujourd'hui, je construis quelque chose de réel, quelque chose qui compte. Je crois qu'au final, elle m'a rendu service. Richard rit de l'autre côté. Il n'y a que toi pour transformer une telle tragédie en quelque chose de positif. J'ai appris avec la meilleure, dit Gabriel, pensant à sa mère. Le week-end suivant, Gabriel organisa un événement spécial. C'était l'anniversaire d'1 an de la fondation, mais aussi le 75e anniversaire de Léonore. Il loua une belle salle, invita tous les bénéficiaires de la fondation, les employés, les amis et les personnes qui l'avaient soutenue tout au long de l'année. Quand Léonore entra dans la salle et vit la décoration, les gens, les sourires, elle ne put retenir ses larmes. Gabriel l'embrassa. « Joyeux anniversaire, maman. Cette année, tu peux vraiment fêter. » La fête fut joyeuse et émouvante. Il y eut des discours, des rires, de la musique. Jeanne présenta les résultats du programme Voix invisible, montrant des photos des 12 personnes qui avaient été secourues de situations irrégulières. Chaque photo était accompagnée d'une histoire de résilience, de nouveaux départs, d'espoir retrouvé. Gabriel prononça un discours qui venait du cœur. « Il y a 1 an, ma vie s'est effondrée. J'ai découvert que la personne que j'aimais était capable de cruauté inimaginable. J'ai découvert que ma mère, que j'avais pleurée pendant 3 ans, était vivante et prisonnière. Ce fut le pire moment de ma vie. Mais ce fut aussi le moment qui m'a appris ce qui est vraiment important. » Il regarda Léonore. « Ma mère m'a appris la force, comment survivre à l'impossible et avoir encore la capacité d'aimer, de pardonner, de reconstruire. Jeanne m'a appris le courage. Comment une personne considérée comme invisible par la société peut changer des vies par un seul acte de bravoure. Savez-vous tous, continua-t-il, regardant les bénéficiaires de la fondation, vous m'apprenez tous les jours la résilience, les secondes chances et comment il n'est jamais trop tard pour recommencer. » L'assemblée applaudit. Léonore monta sur scène et serra son fils dans ses bras, lui murmurant à l'oreille « Je suis très fier de toi. » Ensuite, ce fut au tour de Léonore de parler. Elle regarda toutes les personnes présentes et commença. « Il y a 1 an et demi, j'étais dans un asile, sous sédatif, sans nom, sans histoire, sans avenir. Le monde m'avait oublié. Mais une personne n'a pas oublié. Jeanne a cru en moi quand personne d'autre ne croyait. Elle a tout risqué pour me sauver. Et grâce à ce courage, aujourd'hui je suis ici vivante, libre, entourée de personnes que j'aime. J'ai appris que nous ne sommes jamais trop vieux pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour que la vérité éclate. Et nous ne devrions jamais sous-estimer le pouvoir d'une seule personne qui refuse d'accepter l'injustice. » Les larmes coulaient librement sur les visages de nombreuses personnes présentes. Jeanne pleurait aussi, mais c'étaient des larmes de joie. La nuit se termina par de la musique et de la danse. Gabriel dansa avec sa mère, les deux tournoyant lentement au son d'une douce chanson. « Merci de n'avoir jamais abandonné, maman, dit-il. « Merci de m'avoir trouvé, mon fils, répondit-elle. » Quelques jours plus tard, Gabriel eut une réunion inattendue. L'un des cas étudiés par le programme Voix invisibles avait révélé une situation similaire à celle de Léonore. Une personne âgée avait été maintenue dans un asile sous une fausse identité par un neveu qui voulait contrôler son héritage. La femme avait été secourue et maintenant le neveu était sous enquête. La famille de la personne âgée vint à la fondation pour remercier personnellement. « Vous avez sauvé ma grand-mère, » dit la petite fille, une jeune femme d'une 20aine d'années. « Nous pensions qu'elle avait disparu. La police ne parvenait pas à la trouver. Sans la fondation, nous n'aurions jamais découvert la vérité. » Jeanne serra la jeune femme dans ses bras. « C'est exactement la raison pour laquelle nous faisons cela. Pour qu'aucune famille n'ait à vivre sans réponse. » Après leur départ, Gabriel regarda Jeanne. « Vous réalisez ce que vous faites? Vous sauvez des familles entières. Vous empêchez d'autres personnes de vivre ce que j'ai vécu. » Jeanne secoua la tête modestement. « Je ne fais rien seul, monsieur Gabriel. C'est un travail d'équipe, mais vous êtes le cœur de ce travail, » insista Gabriel. « Et je veux que vous sachiez que vous êtes apprécié, non seulement en tant qu'employé, mais en tant que famille. » Jeanne sourit, ce sourire timide mais sincère. « Merci, monsieur Gabriel. Vous êtes aussi ma famille, la seule vraie famille que j'ai jamais eue. » Ce soir-là, Gabriel retourna au cimetière du Père-Lachaise pour la première fois depuis qu'il avait démantelé la fausse tombe. Mais cette fois, il n'était pas là pour pleurer. Il était là pour clore un cycle. Il marcha jusqu'à l'endroit où se trouvait autrefois la pierre tombale de Léonore.
Maintenant, il n'y avait rien, juste de l'herbe poussant sur l'espace vide. Gabriel s'agenouilla et toucha la terre. « Je suis venu ici pendant 3 ans en croyant à un mensonge, » dit-il à voix basse. « J'ai pleuré ici, j'ai souffert ici, j'ai porté ma culpabilité ici. Mais maintenant, je connais la vérité. Et je suis venu ici pour dire adieu. Non pas à ma mère, car elle est vivante et va bien, mais adieu à l'homme que j'étais. Cet homme naïf, aveugle, qui croyait aux illusions. » Il se leva. À sa place est né un homme qui connaît la valeur de la vérité, qui comprend le prix de la trahison, mais qui a aussi appris le pardon, les secondes chances, la transformation de la douleur en un but. Gabriel quitta le cimetière, sachant qu'il ne reviendrait jamais. Ce chapitre était clos. La vraie vie, la vie authentique, était là dehors, l'attendant. 6 mois plus tard, la Fondation Léonore Dubois ouvrit sa 2e antenne à Marseille, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Gabriel, Léonore et Jeanne étaient présents à l'inauguration. Ce fut un événement émouvant, avec des centaines de personnes participant, beaucoup partageant leurs propres histoires de résilience. Pendant la cérémonie, une journaliste demanda à Gabriel « Après tout ce qui s'est passé, quelle est la principale leçon que vous avez tirée de cette expérience ?» Gabriel réfléchit un instant, regardant sa mère à ses côtés, Jeanne souriant parmi les invités, toutes ces personnes dont la vie était touchée par la Fondation. « J'ai appris que la vérité trouve toujours un chemin, » répondit-il. « Cela peut prendre des jours, des mois, des années. Elle peut être enfouie sous des couches de mensonges, mais finalement elle éclate. Et quand elle éclate, elle apporte non seulement de la douleur, mais aussi la libération de vivre vraiment, d'aimer vraiment, d'être vraiment libre. » Ce soir-là, de retour à Paris, Gabriel dîna avec sa mère dans son appartement. Ils parlèrent des projets d'expansion de la Fondation, des nouveaux cas qui étaient étudiés, de la vie qu'ils construisaient ensemble. « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas, mon fils ?» dit Léonore soudainement. Gabriel lui serra la main. « Je sais, maman. Et tu sais que je t'aime aussi. » Léonore sourit. « Pendant 3 ans, j'ai rêvé de ce moment. Pouvoir m'asseoir avec toi, parler, juste être près de toi. Il y a eu des jours où j'ai cru que cela n'arriverait jamais, mais nous voici. »« Nous voici », répéta Gabriel, sentant le poids et la beauté de ces mots. Ils restèrent assis dans un silence confortable, appréciant simplement la compagnie l'un de l'autre. Dehors, Paris pulsait de son énergie infinie, des millions d'histoires se déroulant simultanément. Mais là, dans cet appartement, 2 personnes qui avaient été séparées par le mensonge le plus cruel étaient de nouveau ensemble. Et cela, pensa Gabriel en regardant sa mère, était tout ce qui comptait vraiment. La vérité avait gagné. L'amour avait survécu. Et la vie, cette vie réelle et vraie qu'ils avaient tant lutté pour récupérer, pouvait enfin être vécue pleinement. La tombe vide n'avait été que cela, vide. Mais la vie qu'ils construisaient maintenant, celle-là était réelle. Celle-là était vraie. Celle-là était la leur. Et personne, jamais plus, ne pourrait la leur enlever. Gabriel regarda par la fenêtre la ville illuminée et sourit. Le passé était derrière eux. L'avenir s'ouvrait devant eux plein de possibilités, de sens, d'espoir. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Gabriel se sentait vraiment en paix. Le voyage avait été long et douloureux. La vérité avait coûté cher. Mais au final, chaque larme, chaque nuit blanche, chaque moment de douleur en valait la peine. Car à la fin, ils avaient gagné. Non pas contre Marianne, mais contre le mensonge, contre le désespoir, contre la résignation. Et c'était la plus grande victoire de toutes. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Gabriel et Léonore a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce voyage de douleur, de courage et de nouveau départ, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire quel moment vous a le plus marqué. Était-ce le courage de Jeanne à tout risquer pour sauver une inconnue? Était-ce les retrouvailles dévastatrices entre Gabriel et sa mère à l'asile? Ou était-ce la transformation d'une tragédie en espoir à travers la Fondation? Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond et le plus vrai de l'âme humaine, des histoires de résilience, de justice et du pouvoir inébranlable de l'amour familial. Votre commentaire est très important.